Édouard Brenne, bonjour. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter. Je m'appelle Édouard Brenne, je ne suis pas breton, il vaut mieux toujours expliquer qui on est dans ce pays, qui n'a pas peur de hisser très haut, en haut du mât, l'étendard noir et blanc des Bretons. Non, je suis parisien et je suis international, si l'on peut dire, puisque j'ai passé ma vie à me promener à travers le monde, à représenter notre pays, jusqu'au jour où mon cheval a sauté trop haut et moi je suis tombé dessous et où je me suis donc retrouvé dans un fauteuil. Donc ma vie s'est transformée à ce moment-là. Voilà. Ça fait combien de temps ? Un peu plus de 23 ans que je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Vous parliez de votre parcours professionnel. Voilà, j'étais diplomate, mais j'allais dire heureusement que je n'étais pas diplomate au moment où mon cheval s'est cassé la gueule, parce que je travaillais à ce moment-là pour le ministère de la Défense, chez Giat Industries, qui fabrique les chars Leclerc et le canon César, qui sont des trésors de la technologie militaire française, et qu'au ministère de la Défense, on a l'habitude des gens cassés, et on ne les fout pas dehors parce qu'ils sont cassés, alors qu'au Quai d'Orsay, du jour où je me suis retrouvé à Roulette, on n'a plus trop envisagé de me renommer ambassadeur. On a accepté quand même que je reparte comme consul général à Londres, mais c'était un poste que j'aurais refusé 20 ans auparavant. Voilà, mais un poste que j'ai choisi et qui m'a gâté vraiment, puisque ça m'a permis de retrouver mes 3 enfants qui sont tous les 3 des vrais Européens, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas voté pour le Brexit et ils habitent à Londres et ils sont mariés ou pas mariés d'ailleurs avec des Anglaises ou des Anglais ou des Écossais. Votre parcours après notamment cet accident, au travers d'un engagement aussi humaniste et solidaire. On est toujours un petit peu égoïste, et mon égoïsme, ça a été la redécouverte de la Bretagne, parce que j'avais connu la Bretagne quand je faisais du scoutisme marin pour enseigner la voile à des jeunes gens, et puis je connaissais tous les coins de Bretagne, et quand je suis sorti du coma, j'ai eu la chance d'aller me rééduquer dans le club méditerranéen de la rééducation, c'est-à-dire le centre de Carpape. C'est comme ça que je me suis installé à l'Armor-Plage. Alors, depuis ce temps, vous vivez donc à l'Armor-Plage. Vous avez fondé une association qui est la NASA. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors au départ, c'est la nouvelle association Santiago Accessible. Le point de départ, pourquoi Santiago ? C'est une référence à une promenade pour des gens qui ont bien du mal à marcher sur les chemins de Compostelle et à qui on avait fourni des petits équipements 4 roues motrices électriques qui nous ont permis, en partant de Rocamadour, d'aller jusqu'au golfe de Gavarnie avec des jeunes gens qui sinon ne seraient jamais sortis de leurs établissements de rééducation. Et puis ensuite, on a beaucoup diversifié notre activité, et Santiago Accessible s'est aussi engagé pour défendre les intérêts des personnes handicapées, c'est-à-dire en fait des intouchables, puisque notre inspirateur est quelqu'un que j'ai connu à Carpape, qui s'appelle Philippe Pozzo di Borgo, qui est mort maintenant il y a presque 3 ans, et on a suivi et porté l'héritage spirituel de Pozzo di Borgo et de son film prémonitoire Les Intouchables. Alors vous venez en effet de l'évoquer au travers de cet engagement aussi associatif, avec cette création de la nouvelle association Santiago Accessible. Vous vous définissez aussi, comme vous l'avez dit, intouchable, et aussi un petit peu le trublion dans le microcosme morbihanais. Et puis un peu international, parce que un des problèmes qui est en ce moment très mal géré par la République,
c'est celui de tous ces gens qui sont extrêmement utiles à notre vie économique et également à notre vie sociale et également à notre vie culturelle, qui quelquefois reçoivent des prix de littérature, mais qui quelquefois reçoivent aussi des OQTF, ce mot extrêmement poétique signifiant l'obligation de quitter le territoire français. Voilà, donc notre rôle est effectivement, malgré tout, de défendre pas seulement les gens qui ont la chance d'être en fauteuil roulant, mais aussi ceux qui se sentent exclus parce que on n'a peut-être pas suffisamment fait attention à l'utilité de la dimension morale de la France, pays des droits de l'homme. Alors, riche de ces enseignements, riche de votre parcours professionnel, eh bien, vous avez décidé à un moment donné de condenser, j'ai envie de dire, l'ensemble de ces anecdotes de votre parcours dans un recueil de nouvelles. Vous pouvez nous en parler un petit peu et comment est venue donc cette idée, cette démarche, et puis si vous avez trouvé des difficultés à un éditeur notamment. Il y a une chose, c'est que les nouvelles ne sont pas un domaine littéraire français. J'ai un très grand collègue diplomate qui écrit beaucoup de nouvelles, mais je crois que c'est le dernier, parce que celui qui l'éditait et qui aurait pu m'éditer est décédé trop rapidement, et ensuite je n'ai pas trouvé d'éditeur. Donc finalement j'ai écrit sur les deux sujets principaux où j'avais quelque chose d'original à dire. Le premier, ce sont mes secrets d'État. L'avantage des secrets d'État, c'est qu'évidemment tout le monde a envie de connaître les secrets. Je vais vous en relater quelques-uns. Le plus extraordinaire, se passe en Algérie en 1980, où j'étais numéro 2 de l'ambassade, avec un ambassadeur qui a été mon patron pendant très longtemps et en qui j'avais une confiance complète. Nous avions un attaché militaire qui, en 1980, donc 18 ans après l'indépendance de l'Algérie, n'avait toujours pas compris que l'Algérie était indépendante et que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on pouvait plus jouer là-dessus. Mais ce garçon, ce colonel Glaise, est arrivé dans mon bureau et m'a dit Bren, il faut que vous alliez demander des autorisations de survol et d'atterrissage au Sahara pour un sujet qui ne vous concerne pas. Je lui ai dit, écoutez, vous savez bien que les quelques avions français qui se promènent au-dessus du ciel algérien sont des avions qui balancent du napalm sur les troupes algériennes qui sont en train de se confronter avec les troupes marocaines autour de la bataille du Polisario, et je ne vois pas très bien, on irait faire venir des avions français pour se poser dans un coin du Sahara. Il me dit, vous n'avez pas à le savoir. Je lui dis, j'en ai peut-être pas à le savoir, mais vous allez rendre compte de tout ça à l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'a pas non plus à le savoir. Alors c'est là qu'avec le représentant du SDEC, nous l'avons pris par la peau du cou, nous l'avons emmené chez l'ambassadeur, et il a fini par nous avouer qu'il avait besoin de faire atterrir une douzaine d'avions français financés par le ministère de la Défense pour rouvrir, tenez-vous bien, une usine et un centre de recherche de ce qu'on appelait la bombe atomique du pauvre, c'est-à-dire les produits de guerre bactériologiques et chimiques. C'est-à-dire que j'ai découvert que des services français fabriquaient des produits hyper dangereux et complètement prohibés, main dans la main avec les frères algériens. Ni une ni deux, mon ambassadeur a pris l'avion pour aller voir son camarade de promotion de l'ENA, et moi j'ai pris ma canne et mon chapeau et j'ai été trouver le général Belrire, qui était secrétaire général et directeur de cabinet du nouveau président de la République, c'est-à-dire le président Chadli Benjedid. Et je vais voir le général Belrire et je lui dis que je connaissais par ailleurs, et je lui dis, mon général, j'ai une démarche un peu difficile à faire auprès de vous. Vous avez commandé la région du nord-ouest du Sahara, vous devez donc savoir ce qui était fait
dans le centre de B2-Namous. Et je vais vous étonner un peu, mais jamais je n'ai eu le droit de rentrer dans le centre de B2-Namous. Il faut dire que le centre de B2-Namous, c'était 200 km sur 100 km, ça fait quand même 20 000 km², où 2 fois par an, on organisait des séances d'essai, alors au printemps parce qu'il faisait pas encore trop chaud, et à l'automne parce qu'il faisait un petit peu moins chaud, en coopération. Et donc le général Belrire m'a dit, écoutez, moi je pense, mais je devrais peut-être pas en parler avec vous, que c'était de la recherche nucléaire algérienne militaire. Et non, c'était juste la bombe atomique du pauvre, il m'a dit, mais vos gens sont fous, faire des trucs aussi dangereux que ça, pour nous mettre en mesure de menacer la ville de Marseille dans sa survie. Figurez-vous que nous avons fermé le centre B2-Namous sans que jamais personne n'en entende parler, alors que c'était un sujet, surtout qu'à l'époque, les relations franco-algériennes, c'était encore pire que maintenant. La deuxième belle histoire, mais il y en a des tas comme ça, c'est la manière dont il se trouve que j'ai, dans mon métier d'ambassadeur en Malaisie, sauvé son propre du celui qui est aujourd'hui le Premier ministre de Malaisie, c'est-à-dire Anwar Ibrahim. Le jour où j'ai quitté Kuala Lumpur, j'ai été voir Anwar Ibrahim, qui m'a indiqué, quand je suis entré dans mon bureau, qu'il ne fallait pas parler dans cet endroit-là et qu'il fallait aller se planquer dans le fin fond du jardin. Et il m'a dit, écoutez, voilà, hier, le bras droit de Mahathir, le fondateur de la Malaisie, qui était le patron d'Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim était vice-premier ministre et ministre des Finances et surtout le représentant de la partie la plus islamique du régime malaisien. Et Mahathir lui avait dit, le jour où Bren repartira de Malaisie, on te met en prison et on va te tuer en t'inoculant le virus du sida. D'autant que tout ça ira très bien puisque on ouvre une grande campagne pour expliquer que tu es un homosexuel et que c'est la preuve que tu es un homosexuel, c'est que tu as attrapé le sida. Il m'a dit, écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez faire savoir à Chirac, qui était président de la République à ce moment-là, que j'ai fait faire mes prises de sang, celle de ma femme et celle de nos 6 enfants, pour montrer que, voilà, quand même passé 10 ans en prison, malgré l'hostilité de Mahathir, il est resté en vie et il est de nouveau Premier ministre depuis 2 ans maintenant. Merci vraiment beaucoup, Edouard Brem, de nous avoir livré ce recueil, et puis qu'on va rappeler les secrets d'État et les états d'âme d'un diplomate à roulette. Et qu'on va pouvoir donc s'approprier. Oui, grâce effectivement à l'activité d'édition d'Amazon. Et moi, je tiens à te remercier de m'avoir donné la parole, parce que donner la parole, c'est déjà un élément essentiel pour défendre les droits des personnes handicapées qui ne sont pas encore vraiment reconnus en France.